Добро пожаловать в мой канал. Fire and Fury Inside the Trump White House, de Michael Wolff, est une compilation hétéroclite d'anecdotes. Le Monde 4-1, 2018 à 15h21 mis à jour le 4-1, 2018 à 15h56 tour d'horizon de 10 choses parfois anodines, mais pas toujours apprises à la lecture de ses premiers extraits. Lire aussi la rupture est consommée entre Trump et Bannon, l'ancien conseiller spécial du président versus le fils du président. C'est assurément le duel fratricide qui agite le plus les médias américains au lendemain de la publication des extraits. Dans le livre, Steve Bannon, le sulfureux rédacteur en chef du site ultra-conservateur Breitbart News, affirme que Donald Trump Jr. s'est rendu coupable de trahison en organisant, le 9 juin 2016, à la Trump Tower de New York, une réunion avec 3 Russes, le gendre du président Jared Kushner, et le directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort. Monsieur Bannon, considéré comme l'éminence grise de la campagne de Donald Trump, il dit « Ces 3 mecs responsables de campagne ont pensé que c'était une bonne idée de rencontrer un gouvernement étranger au sein même de la Trump Tower, dans la salle de réunion du 25e étage sans la présence d'avocats. Il n'avait pas d'avocat. Même si vous pensez que ça ne constitue pas une trahison, quelque chose d'antipatriotique, ou une idée franchement de haine, et moi je pense que c'était tout ça d'un coup, vous auriez dû immédiatement appeler le FBI, et l'ancien de Goldman Sachs, devenu pourfendeur des élites, d'enfoncer le clou en disant « La chance que Don Junior n'ait pas fait monter ses demeurés jusqu'au bureau de son père est égale à 0 pour Steve Bannon. Aucun doute, le procureur spécial chargé d'éclairer les relations troubles entre la campagne de Donald Trump et le Kremlin va faire craquer Don Junior comme un œuf en plein direct télévisé. » Lire aussi tout comprendre de l'affaire Trump-Russie, après les accusations de Bannon. Quelques heures après la publication de cet extrait, les avocats de Monsieur Trump ont fait part de leur intention de porter plainte contre Monsieur Bannon, l'accusant d'avoir enfreint l'accord de confidentialité qui le liait à la Maison-Blanche et d'avoir diffamé le président. Donald Trump avait prévu son retour à la vie civile après ce qu'il prévoyait être sa défaite à l'élection présidentielle. Une fois qu'il aurait perdu, Trump serait devenu à la fois extrêmement célèbre et l'éternel martyr de cette véreuse Hillary. Sa fille Ivanka et son gendre Jared seraient des célébrités internationales. Steve Bannon serait devenu de facto le dirigeant du Tea Party. Kellyanne Conway serait une star de la télévision. Melania Trump, à qui on avait assuré que son mari ne deviendrait jamais président, pourrait retourner à ses discrets déjeuners. Perdre rendrait tout le monde heureux. Perdre, c'était gagner. Même l'ancien conseiller à la sécurité, Michael Flynn, n'avait rien trouvé à redire à la décision de Trump d'accepter 45 000 $ pour intervenir dans une conférence en Russie. Ce ne serait un problème que s'il gagnait, avait-il alors commenté. Preuve peut-être de cette incrédulité dans une possible victoire de sa candidature, Donald Trump a refusé d'investir son argent personnel dans la campagne, note Michael Wolff. Selon lui, Stephen Bannon a essayé d'inciter la famille Trump à injecter une somme de 50 millions de $ dans la campagne, note le journaliste, mais il a reçu une fin de non-recevoir de la part du gendre du président. Hors de question qu'on investisse 50 millions. Si on n'est pas sûr qu'il gagne derrière, finalement, Monsieur Trump, qui se revendique milliardaire, aura consenti à faire un prêt pour sa campagne de 10 millions de $, 8,3 millions d'euros, sous la condition qu'il puisse récupérer son argent dès qu'assez de financement aurait été récolté. La soirée du 8 novembre 2016 est entrée dans l'histoire des États-Unis, mythifiée à longueur d'interviews par les proches de Donald Trump depuis plus d'1 an. Mais, comme souvent dans les événements qui font date, les petites anecdotes sont les plus éloquentes. Ce que retient l'auteur de Fire and Fury de la nuit où Donald Trump a été élu président des États-Unis, ce sont d'abord les propos du fils de Donald Trump décrivant, auprès d'un proche, le visage de son père comme celui de « quelqu'un qui a vu un fantôme ». Puis les larmes de Melania, la femme de Donald Trump, qui n'étaient pas des pleurs de joie. Et un candidat qui est passé de confus à horrifié en l'espace d'une grosse heure.
Et puis vint finalement la dernière transformation. Soudain, Donald Trump est devenu un homme qui a cru qu'il le méritait, et qu'il était complètement capable d'être le président des États-Unis. Il s'était battu pour en faire un succès populaire, affirmant que les photographies montrant une foule moins importante que lors des investitures de Barack Obama étaient des montages erronés. Pourtant, Donald Trump n'a pas du tout apprécié sa propre investiture, selon Michael Wolff, qui précise il était en colère que des stars de premier plan aient snobé l'événement, il était mécontent de son hébergement à la Blair House, il s'était disputé de manière ostentatoire avec sa femme qui était au bord des larmes. Toute la journée, il affichait sur le visage cette expression que son entourage appelle sa tête de golfeur, énervé et furax, les épaules voûtées, la bras ballants, les sourcils froncés et les lèvres pincées, lire. Aussi lors de son investiture, Donald Trump promet « l'Amérique d'abord ». Selon Michael Wolff, Donald Trump a trouvé, à son arrivée à la Maison-Blanche, que c'était un lieu compliqué et un peu inquiétant. Il s'est retiré dans sa chambre pour la première fois depuis les Kennedy, le couple présidentiel fait chambre à part. Lors des premiers jours, il a commandé 2 écrans de télévision supplémentaires à celui déjà existant dans la chambre, et un verrou sur la porte, obligeant à une brève altercation avec les services secrets, ces derniers insistant pour avoir accès en permanence à la chambre. Selon Michael Wolff, Donald Trump a réprimandé le personnel chargé de faire le ménage, pour avoir ramassé une chemise qui était par terre. « Si ma chemise est par terre, c'est parce que je la veux par terre », a justifié le président. Enfin, le président a spécifié que « personne ne devrait rien toucher, et surtout pas sa brosse à dents ». Une demande justifiée par le journaliste par sa peur de longue date d'être empoisonné, qui explique aussi pourquoi il a toujours aimé manger à McDonald's, où personne ne sait qui va venir et où la nourriture est préparée en amont et en toute sécurité. D'ailleurs, la description des soirées présidentielles au début du mandat de Donald Trump suit cette logique. Si à 18h30 il n'avait pas dîné avec Steve Bannon, alors il était très probablement au lit avec un cheeseburger, regardant ses 3 écrans et passant des coups de fil. Pour l'anecdote, après son élection, Bill Clinton avait appelé la Maison-Blanche « le fleuron du système pénitentiaire » et Harry Truman la considérait comme « la grande prison blanche ». Quand il a pris ses fonctions à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu l'aide d'un assistant, Sam Nunberg, chargé de lui délivrer quelques éléments didactiques sur la Constitution américaine. Mais M. Nunberg n'a pas pu dépasser le 4e amendement, parce que son interlocuteur a montré son ennui en baissant son index jusqu'à sa bouche et en levant les yeux au ciel. Plus de suspense, il n'y a pas de perruque derrière le mystère capillaire Trump. D'après Michael Wolff, la coiffure paternelle est une des conversations récurrentes d'Ivanka Trump auprès de ses interlocuteurs. Elle décrit très souvent la mécanique derrière la coiffure à ses amis, un dessus du crâne parfaitement lisse, un îlot maîtrisé grâce à une chirurgie esthétique pour réduire le cuir chevelu entouré par un cercle de cheveux broussailleux qui part des côtés pour arriver sur le devant de la tête, qui sont tous tirés vers le haut pour se rencontrer au sommet, puis balayés en arrière avant d'être consolidés par un spray raidisseur, pour ajouter à l'effet comique. Note le livre. Ivanka Trump délivre également le secret de la couleur de cheveux si particulière, qui a valu tant de moqueries à Donald Trump. La couleur vient d'un produit qui s'appelle Just for Men, juste pour les hommes, et qui fonce à mesure qu'on le laisse agir. L'impatience de Trump est donc la cause de cette couleur orange blonde. La question devait paraître simple pour Katie Walsh, chef de cabinet adjointe. 6 semaines après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, et la conseillère a demandé au gendre et au conseiller du président, Jared Kushner, quelles sont les 3 priorités de la Maison-Blanche. Donne-moi juste 3 choses sur lesquelles le président veut se concentrer. Réponse de l'intéressé: oui, on devrait probablement avoir cette conversation. Lire aussi Donald Trump 100 jours de volte-face permanente. Les ambitions politiques de la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, étaient déjà connues. Elle et son mari, Jared Kushner, ont un rôle de premier plan dans l'administration Trump, à tel point que les médias américains font souvent référence à Ivanka Trump comme la vraie première dame de la Maison-Blanche. Fire and Fury Inside the Trump White House, Michael Wolff va plus loin, en affirmant l'existence d'un « pacte » entre Ivanka Trump et son mari. Entre eux, les deux se sont accordés si à l'avenir l'opportunité se présentait, c'est elle qui se présenterait à l'élection présidentielle.
La première femme présidente a plaisanté Ivanka Trump, ce ne serait pas Hillary Clinton, ce serait Ivanka Trump. Steve Bannon, qui a créé le terme de « Jarvanka » pour désigner le couple qui a gagné en pouvoir à la Maison-Blanche, était horrifié quand il a été informé de cet accord conjugal.